Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des signaux inquiétants dans le paysage économique. Le Cameroun enregistre un déficit record de la balance commerciale. Pour le premier semestre 2018, le pays a dépensé plus de 1600 milliards de francs CFA pour 4,2 millions de tonnes de marchandises achetées à l'étranger. Pendant ce temps, les recettes d'exportation connaissent une chute de près de 24%. Vous verrez dans ce journal comment ces chiffres sont le reflet des conséquences graves de la crise anglophone sur le secteur agricole. Sur un autre front de guerre, cette fois-ci contre le terrorisme, le retour des déplacés à l'extrême nord est plombé par de nouveaux attentats suicides enregistrés à Amchidé. Vous verrez dans un reportage exclusif réalisé dans ces villes autrefois fantômes comment la vie tente de reprendre son cours normal. Nous en parlerons dans un instant. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La balance commerciale du Cameroun subit de plein fouet les effets négatifs de la crise anglophone. Le pays a enregistré un déficit de 818 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 115% par rapport au premier semestre 2017. En clair, les dépenses d'importation connaissent une hausse vertigineuse. Pendant ce temps, les recettes d'exportation, elles, connaissent une chute qui est importante. Et pour cause, la production agricole subit de plein fouet l'impact de la crise anglophone, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Explication avec Dallas Kana et Donald Brice Kamgan. L'information figure sur le site de l'Institut national de la statistique. 437 milliards de francs CFA d'augmentation du déficit de la balance commerciale du Cameroun au premier semestre 2018 par rapport à 2017, soit 115%. En chiffre global, le déficit cette année est de 818 milliards de francs CFA. Pour l'INS, il s'agit d'une conséquence de l'accroissement des importations qui se situe à 20% sur le premier semestre 2018, alors que dans le même temps, les exportations ont chuté de 16% par rapport à l'an dernier. Cette baisse des exportations est perceptible sur le plan des recettes, 794 milliards de francs CFA pour 2,5 millions de tonnes de marchandises, c'est 16% de baisse en valeur par rapport à 2017. Le principal produit frappé par cette baisse des exportations, c'est le cacao sous ses diverses formes, en fève brute, en beurre, en pâte, etc. Le deuxième produit est le café. Si l'étude de l'INS est silencieuse sur les mobiles de cette baisse, des observateurs la lient à la crise anglophone. Un rapport du groupement interpatronal du Cameroun, remis au gouvernement en juillet dernier, révélait déjà que la filière cacao-café enregistre une perte de 56 milliards de francs CFA, soit 20% des recettes d'exportation du Cameroun. Le sud-ouest et le nord-ouest fournissent en effet, respectivement, 45% de la production nationale de cacao et 70% de la production nationale du café arabica. Pour les autres produits en baisse d'exportation, il s'agit de l'aluminium et du caoutchouc. Les importations, quant à elles, ont augmenté et se situent à 1612 milliards de francs CFA, soit 4,2 millions de tonnes de marchandises, une hausse de 20% en valeur par rapport au premier semestre 2017. Les produits concernés sont les huiles de pétrole, les céréales, les produits pharmaceutiques, entre autres. Une question qui se pose avec acuité après des années de guerre contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Que reste-t-il de Amchidé et Limani? Après ces exactions de Boko Haram, il y a eu encore un attentat suicide qui a fait 3 morts, parmi lesquels 2 kamikazes et 1 civil avec des blessés graves. Le retour des déplacés plombé par ces attentats suicides enregistrés au marché de Amchidé. Pourtant, les populations souhaitent à nouveau recouvrer leurs terres et renouer avec une vie normale. C'est un reportage exclusif que signent Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Les villages Amchidé et Limani, dans le département du Mayo-Sava, à la frontière avec le Nigeria, de vastes champs de ruines qui reprennent vie progressivement.
Après avoir subi plus de 2 ans durant des exactions répétées des islamistes de Boko Haram, un peu plus de 21 000 déplacés des 2 villages regagnent leur domicile depuis novembre 2017. Depuis 2014, Amchidé a été vidé par l'exaction de terroristes. Et Dieu merci, nous sommes retournés, nous sommes à Amchidé avec un grand nombre de populations. Moi je suis un déplacé qui est revenu. Maintenant Dieu merci, la situation est en train de revenir à la normale. Vraiment, nos émotions sont vraiment les plus fières. Grâce aux prières des chrétiens et autres, la vie aujourd'hui a bien repris, la calme est revenue. Avec le soutien de l'armée et l'unité d'élite du bataillon d'intervention rapide, le BIR, le Lamido d'Amchidé a restauré la souveraineté de l'État du Cameroun dans toute la contrée. Je suis le chef d'Amchidé, je suis retourné début novembre 2017. J'ai hissé mon drapeau, je me suis installé avec la population jusqu'à ce jour. Voilà qu'il y a plus de 11 000 habitants maintenant à Amchidé. Je vois qu'il y a le calme, grâce aussi aux militaires qui nous couvrent aussi, et aussi au comité de vigilance. À Amchidé et Limani, la vie semble avoir repris son cours normal, mais les populations des 2 contrées peinent à oublier les galères d'un départ forcé de leur domicile en proie au pillage, massacre et intimidation de Boko Haram. Du moment où nous se sommes déplacés pour Moura, on a quand même des inquiétudes. Où allons-nous rester jusqu'à présent que la vie n'est pas bonne? Hier, on était dans les périodes les plus difficiles où on nous a balayé de notre localité, on a fui, abandonné le village. Sinon, on les avait bloqués le moment dur, on a même fait les enlèvements chez nous, on a pris tous nos biens. D'abord, en premier lieu, je félicite d'abord le comité. On avait beaucoup perdu de nos gars comités qui sont morts pour notre pays. Les écoles ont rouvert leurs portes à plus de 1200 élèves. Les commerçants ont relancé leurs activités dans les marchés, tout comme les paysans, avec la peur au ventre, retournent dans les champs. Bon, actuellement, nous, les Covid, on ne peut pas travailler dans notre champ. On est déjà des ennemis au BH. Quand nous faisons maintenant le champ, ils nous guettent dans nos champs. On est là chaque jour à la maison de surveiller le village. Si l'État peut nous aider, aussi ça serait bien. Pour le moment, on ne peut pas être sûr que la paix est totale. Mais toujours, on encourage le gouvernement d'aller d'avance pour nous sécuriser encore. On est fiers de cette disposition qu'il y a actuellement. Mais il faut encore ajouter. Dans cette partie du pays, tout est à reconstruire. Plusieurs édifices publics, écoles, services de sécurité, maisons d'habitation ayant été détruits lors des multiples assauts des adeptes de la secte djihadiste Boko Haram. Malgré la calmie et la paix retrouvée au village natal, les populations de Limani et Amchidé ont la main raidement tendue vers le gouvernement pour un ravitaillement en denrées alimentaires, équipements socio-éducatifs, sanitaires et adduction d'eau potable. Nous n'avons pas de point d'eau, nous n'avons pas assez de salles de classe. Actuellement, on est au commissariat. Vous-même, vous voyez comment ça a été brûlé. Nos écoles, nos hôpitaux sont brûlés. Nos parents, nos biens ont été détruits. Ces habitants qui retrouvent le sommeil ont à peine recommandé vigilance à tous qu'un nouvel attentat vient de faire 3 morts au marché d'Amchidé, rallongeant ainsi la liste des civils, kamikazes et militaires tués depuis le déclenchement de la guerre asymétrique à l'extrême nord Cameroun. Dans le reste de l'actualité, certains arrondissements de la capitale économique du Cameroun vivent au rythme de la recrudescence de l'insécurité. Les populations subissent au quotidien des vols et des agressions à main armée. Nos reporters Innocent Abega et Xavier Foka vous présentent la cartographie de l'insécurité à Douala et les modes opératoires de ces agresseurs sans foi ni loi. Reportage. Rond-point Makepe au Carrefour, petit pays dans le 5e arrondissement de Douala. Ce calme et cette tranquillité diurne
contraste étrangement avec la réalité vécue ici une fois la nuit tombée. Il faut seulement faire attention aux gars de moto. À une certaine heure là, si vous avez votre sac ou bien si vous avez votre téléphone, les gars peuvent venir sur la moto, ils s'arrachent, ils partent avec. Au lieu dit Cour suprême, à l'entrée de l'hôpital général, à l'entrée BM toujours à Makepe, ou au lieu dit 4 boutiques à Lokpom en allant vers le quartier Koto, le mode opératoire reste le même. Ce jour-là, j'allais faire un boulot et malheureusement, j'ai fini un peu tard. Aux environs de 23 h, j'ai appelé mon benskiner. Quand on descend déjà au niveau de ce Champagnat, là, on embranche sur cette rue. Derrière nous, on sent qu'il y a une moto qui accélère. Arrivé ici au niveau de la boulangerie, on est entré au niveau de 4 boutiques à la 5e avenue. Ils ont continué, on s'est dit que bon, c'est ceux qui vont à l'antenne. C'est quand on embranche maintenant la rue de la 5e avenue qu'ils sortaient directement sur nous. Et il nous dépasse, il nous bloque. Le gars a sorti directement celui qui était derrière parce que c'était deux, il y avait le conducteur et l'agresseur était derrière. Un gros et long couteau sur lui. À une centaine de mètres de l'entrée de l'hôpital général et à d'autres endroits, les voleurs se sont spécialisés dans le vol des pièces de voiture. Nous garons souvent des véhicules ici. Bon, souvent le matin, on se rend compte que les pièces sont disparues. Bon, souvent des clients ils viennent, on installe l'alarme et tout. Après, se rendent compte qu'on a volé leur véhicule chez eux. On ne sait pas comment ça se passe. Au quartier Lokpom en général, les populations sont victimes des voleurs qui réussissent à s'introduire dans leur domicile. Dans ce quartier, la principale difficulté que nous avons, ce sont des bandits qui s'introduisent chez les gens. J'ai été victime pendant les vacances. Les bandits sont arrivés chez moi. J'ai pratiquement rien entendu. Ils ont porté tout ce qu'il y avait à porter. Les gens sont interrompus dans leur sommeil. Les vols à l'arraché, il n'y en a pas beaucoup. Mais les populations sont apeurées chez eux-mêmes. À un jet de pierre du carrefour Andem, les hors-la-loi se font des victimes, même en plein jour. Avant, il n'y avait pas beaucoup de bandits. Mais à nos jours, il y a vraiment de l'insécurité. Et je ne sais pas, même ici à la télé, même là, il y a des gars qui viennent même en pleine journée. Ils nous agressent, ils nous taxent souvent. Ils nous agressent avec des couteaux. Ils ont arraché le téléphone de mon petit frère ici. Il y a de cela quelques jours. Ils viennent avec la moto armée. Ils arrachent, ils te disent donne. Et tu es obligé de donner. Avant 4 boutiques là, ils ont tué un voisin tout récemment. Ils ont pris la moto. Les forfaits commis par ces voleurs sont, d'après les habitants de ces quartiers, facilités d'une part par l'état des routes et d'autre part par le problème d'éclairage public. L'éclairage et le mauvais état de nos routes font que nous sommes victimes d'agressions diverses. Imaginez-vous un seul instant que vous plongez dans un quartier et devant le bourreau, vous ne savez pas si vous devez prendre l'angle gauche ou l'angle droit parce que tout est obscur. Quand nous étions encore en saison pluvieuse, vous ne pouvez pas échapper peut-être à un bandit qui vous agresse parce que dès que vous prenez une sous-route, c'est la mare d'eau qui vous attend devant ou bien un creux. Dans le box des accusés, les conducteurs de mototaxi clarifient la situation. C'est que beaucoup utilisent les motos pour faire de mauvais trucs, c'est tout. Et on accuse tous les benskinaires. Alors que ce n'est pas tous qui font la même chose. Il y a les gars qui sortent pour faire la moto, il y a les gars qui sortent pour faire autre chose parmi nous. Parmi nous, il y a des gars qui sortent pour faire leur travail. Et des gars qui sortent pour faire autre chose. Donc ça ne veut pas dire que les benskinaires sont des bandits. Exaspérés par cette montée en puissance de l'insécurité qui ne cesse de faire des victimes au quotidien, les habitants de certains quartiers ont mis sur pied des comités de vigilance dont la limite s'est vite avérée. Ils interpellent par la même occasion les responsables de la sécurité. Nous demandons aux chefs de responsables, la gendarmerie comme la police, vraiment de multiplier la sécurité, de renforcer tous les secteurs, parce que bientôt c'est la fête. Nous leur demandons de multiplier la sécurité pour protéger la population. Parce qu'à l'heure, c'est déjà grave. Le vol ne fait que se multiplier. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'assainissement du secteur de mototaxi est plus que salutaire pour tous. La toile s'enflamme après les propos de Cabral Libby sur la victoire de Paul Biya à la dernière élection présidentielle. Classé officiellement 3e au terme de ce scrutin, il a provoqué une avalanche de critiques à son encontre. Certains de ses partisans estiment que ces multiples contradictions laissent entrevoir un jeu trouble de la part du promoteur du mouvement 11 millions de citoyens. Cabral Libby et son carré de fidèles rejettent ces allégations et exhortent les Camerounais à ne pas se laisser distraire par des polémiques inutiles. Évocation avec Gladys Sidier.
Cabral Libye au centre d'une nouvelle controverse. À peine l'élection présidentielle achevée, les résultats officiels proclamés, Cabral Libye s'est envolé pour l'étranger. Durant son séjour, il a déclaré que la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle est liée à la faible mobilisation des électeurs. On a passé le temps à dire que parce que je demandais aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, alors j'étais mandaté par Paul Biya. Les gens y ont cru. Le résultat des courses, Paul Biya a gagné parce que les gens n'ont pas voté. Bon voilà. Et après c'est à moi qu'on fait le reproche. Ces propos ont embrasé la toile. Certains de ses partisans en colère estiment qu'à travers ses propos, il a reconnu la victoire de Paul Biya. Idriss Ndema, un internaute qui réagit. Tu as prétendu avoir remporté les élections présidentielles. Y avait-il eu la mobilisation que tu souhaitais ou c'est une manière de valider la victoire de Paul Biya? Pourtant, durant le contentieux électoral, Cabral Libye avait affirmé que c'était un candidat de l'opposition qui avait remporté l'élection présidentielle. Il avait même laissé croire qu'il s'agissait de lui. Toujours dans le sens des interrogations, la réaction de Fabrice Takam. Cabral, tu avais dit que c'est l'opposition qui avait gagné. De quelle opposition parlais-tu? Est-ce que le RDPC est un parti de l'opposition? Certains internautes ont dénoncé la contradiction dans ses propos durant la présidentielle et après. Désabusé, d'autres l'ont ouvertement critiqué en l'accusant d'abuser de la confiance de la jeunesse camerounaise. Franck Ferric évoque les propos contradictoires de Cabral Libye. Les gens qui t'ont élu avaient plus de 18 ans. Donc, faut avoir un peu de respect pour ces gens lorsque tu prends des positions. Tu retournes ta veste à chaque fois. Cependant, dans le carré des fidèles de Cabral Libye, l'on tente de sauver les meubles. Jean-Louis Batoum écrit « Vous serez désormais obligés de faire avec Cabral Libye, car rien ni personne ne peut contre la volonté de Dieu. Selon lui, on n'arrête pas l'ouragan. » Serge Olama demande tout simplement aux champions de la critique et du dénigrement de ficher le camp à Cabral Libye. Armand Noutak II, lui aussi, réaffirme son soutien à Cabral Libye. Pour lui, il faut se concentrer sur les objectifs, les élections législatives et municipales. Cabral Libye, allant dans la même lancée, a posté un message à ses fans sur sa page Facebook. Il écrit « Restons mobilisés et allons aux élections législatives et municipales. Je me préoccupe davantage des Camerounais assoiffés de changement et qui m'ont choisi comme leader. Soyez donc rassurés, ce n'est pas maintenant que je vais reconnaître la victoire de la forfaiture. J'ai eu 1000 occasions de le faire. » Des propos qui ne semblent pas du tout rassurer ses soutiens d'hier, puisque la majorité des réactions enregistrées sous son post critiquent cette nouvelle sortie. Quelles sont les missions des personnels qui viennent d'être recrutés au ministère de la décentralisation et du développement local? Vont-ils s'atteler à travailler pour la décentralisation et l'accélérer tel que l'a promis le chef de l'État? Des réponses ont été données lorsque le ministre à la décentralisation a clairement évoqué la feuille de route pour ses collaborateurs. D'autres détails avec Emmanuel Diop, Joël Essengue et Guy Zogo. Jusqu'ici, il y avait les critiques acerbes sur le fonctionnement qualifié de fantomatique du ministère de la décentralisation et du développement local, doté seulement de son ministre. Pour y faire face justement, le ministre seul donnait par ses activités des signes de l'existence effective de son département ministériel. Désormais, cet épisode est loin derrière le ministère de la décentralisation et du développement local, puisqu'il vient de se doter d'un personnel installé dans ses fonctions à Yaoundé. Le ministère de la décentralisation et du développement local décline progressivement son socle humain, moment sans doute très attendu du fait des espérances immenses et des attentes considérables placées en ce département ministériel. À cet effet, les missions assignées aux nouveaux responsables sont déclinées avec en ligne de mire l'implémentation de la décentralisation. La mission que j'assigne à mes collaborateurs nouvellement nommés, c'est d'accélérer et d'approfondir la décentralisation. Il s'agit en effet, en assurant un encadrement de qualité à nos collectivités territoriales décentralisées, de garantir
un développement équilibré de nos territoires. Plus précise encore, se veut la ligne de conduite qui est attendue des nouveaux promus dans l'exercice de leurs fonctions. Qu'ils soient efficaces, qu'ils soient performants, qu'ils aient le sens du service public, qu'ils veillent à protéger l'intérêt général. Sans doute que celle-ci sera effectivement mesurée à l'aune des réalisations sur le terrain. 2 signaux seront à cet effet scrutés. Le 6 novembre dernier, lors de son investiture, Paul Biya a parlé de renforcer l'autonomie des régions dans le cadre de la décentralisation. Dans la foulée, le Premier ministre a annoncé la mise en place des régions lors de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du Cameroun pour l'année 2019. Reste maintenant à voir le maçon au pied du mur. Ils se considèrent comme les parents pauvres de l'administration publique. Les archivistes documentalistes viennent de prêter serment pour exercer dans des conditions de travail difficiles pour un métier dont la mission est de respecter le secret et la confidentialité des documents dont ils ont la charge. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Alors, je veux devant Dieu et devant les hommes de veiller attentivement à la conservation des archives et de garder ce que leur contenu si au contraire nous vous autorise à les communiquer. C'est la formule consacrée, prononcée dans une salle d'audience de la cour d'appel du centre, pleine à craquer. Preuve que cette prestation de serment était attendue depuis des lustres. C'est un sentiment de fierté parce que déjà c'est quasi inédit dans notre pays de tomber sur une cérémonie comme celle-ci. Vous voyez que les récipiendaires sont vraiment nombreux. Ça veut dire qu'il y a des promotions et des promotions de documentaristes archivistes depuis que les STIC et les autres écoles existent. C'est la loi 2000 sur la gestion des archives qui demande aux agents en charge des archives de prêter serment. C'est lié à la confidentialité des dossiers que nous avons en charge. Passé le temps de l'euphorie et de la joie légitime, les stars du jour reviennent les pieds sur terre pour affronter les dures réalités d'une profession qui est banalisée au Cameroun. Il y a d'abord la déontologie professionnelle que beaucoup ne mettent pas au devant dans leur activité. Il y a cela. Il y a maintenant même la considération que les administrations ont pour la profession et le métier de documentaliste parce qu'on croit que c'est des personnes qui gardent des vieux papiers. Au contraire, nous gardons la mémoire de l'entreprise, la mémoire du ministère, la mémoire du pays. Et en général, la documentation, c'est le parent pauvre des administrations. Service auquel on ne donne pas de budget. Et pourtant, rien n'est possible sans les archives. Je dirais que les archives sont incontournables. Déjà au niveau individuel, imaginez-vous que vous perdez tous vos documents, actes d'état civil, diplômes et autres. Mais ce sera extrêmement difficile pour vous de vous en sortir. Combien de fois pour une société, une organisation donnée? Et quand on parle d'archives, ce n'est pas les vieux documents poussiéreux qui ne servent à rien. Non, les archives, c'est l'ensemble des documents, quelle que soit la date, la forme, le support, et qui rendent compte du fonctionnement des activités d'une personne physique ou morale. En plus des archivistes et des documentalistes, les agents en charge des courriers au sein des administrations ont également prêté serment. À tous ces gestionnaires de documents, prescription a été faite de veiller au secret et à la confidentialité du contenu des archives dont ils ont la charge. Restons à Yaoundé où les députés du SDF ont claqué la porte de l'Assemblée nationale lors de la séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi des finances 2019 et des questions adressées aux membres du gouvernement. Ils ont critiqué plusieurs dispositions de ce projet de loi des finances, notamment l'augmentation des taxes et impôts sur des produits agroalimentaires, mais aussi téléphones portables, cosmétiques et la friperie. Et à ce sujet, le ministre des Finances a apporté des éclairages concernant ces nouveaux droits d'assises qui doivent être appliqués sur des produits brassicoles. Il a fait savoir que l'augmentation des prix finaux pourrait être de 25 francs CFA et non de 200 francs CFA comme annoncé dans la presse. Il a promis de rencontrer les différents industriels brassicoles afin de discuter avec eux sur ces nouvelles dispositions de la loi, du projet de loi des finances 2019 en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Et parlons de l'avocat au barreau du Cameroun, maître Soufou Benjamin, qui a été relaxé après 24 heures passées en captivité.
Il a été kidnappé hier à sa résidence située à Bamenda alors qu'il venait de participer à l'Assemblée générale élective de l'Ordre des avocats du Cameroun. Ses confrères avaient appelé à sa libération immédiate. Il est libre depuis ce soir selon l'association des avocats de la région du Nord-Ouest. Dans l'escale internationale, le président Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, doit être en principe à Rabat, la capitale du Maroc, pour poursuivre sa convalescence. L'annonce a été faite par son épouse Sylvia Bongo Ondimba. Elle a levé un pan de voile sur le bulletin de santé du président gabonais. Des précisions avec Eric Martial Ndiomo. Sylvia Bongo Ondimba, une fois encore au devant de la scène. À travers une autre sortie, l'épouse du chef de l'État gabonais a donné les nouvelles de son mari, qui pour sa convalescence a pris la direction de Rabat au Maroc. Tout en remerciant les uns et les autres pour leur soutien pour la guérison de son époux, elle termine son message par la demande d'Ali Bongo de voir les principaux responsables de la présidence de la République le rejoindre à Rabat. La brève période de convalescence d'Ali Bongo sera mise à profit pour retrouver les pleines capacités physiques et travailler sur les dossiers les plus prioritaires du Gabon. Cette posture de Sylvia Bongo Ondimba, en communicatrice en chef du président Ali Bongo, suscite des interrogations inter-gabonaises sur les rôles des uns et des autres. Pour certains, elle s'est substituée en porte-parole de la présidence ou en porte-parole du gouvernement ou d'Ali Bongo lui-même, au point d'inviter les responsables de la présidence à se rendre au Maroc sur la demande de son mari. Depuis le malaise d'Ali Bongo le 24 octobre 2018 à Riyad, Sylvia Bongo a multiplié des sorties pour faire le point sur l'évolution de la situation. Parlons de football dans ce journal. New Star de Douala, seul représentant du Cameroun à la Coupe de la CAF, a été accroché cet après-midi sur le score de 0 but partout face à Vitalo du Burundi. La rencontre s'est jouée au stade Omnisport de Limbe, comptant pour la phase éliminatoire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le match retour est prévu le 4 décembre prochain à Bujumbura. Et parlons du service minimum pour UMS de Loum. Ce club de football, vice-champion du Cameroun, a battu son adversaire, l'Obistar du Nigeria, 1-0. Le match s'est joué ce mercredi au stade militaire à Yaoundé. La rencontre s'inscrit dans le cadre du tour éliminatoire de la Champions League africaine. Reportage, Élisée Borba et Ike Cyril. Le décor était planté pour cette entrée en matière de UMS de Loum. Dans les gradins, Pierre Kwemo, président fondateur du club, Céline Eko, présidente de la commission du football féminin à la FECAFOOT et récemment élue à la tête de la Ligue régionale de football du Sud, quelques responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique et Bill Chato, team manager des Lions indomptables du Cameroun. Le public n'est pas celui des grands jours au stade militaire de Yaoundé, mais cela n'enlève rien à l'enjeu de la rencontre. Au terme de la première manche, où les deux équipes s'observent beaucoup plus, UMS et l'Obistar vont à la pause sur le score de 0 but partout. À la reprise, UMS de Loum se montre plus entreprenante. Les efforts du club vice-champion du Cameroun sont récompensés à la 66e minute. Jean-Nicolas Abandakoa, milieu de terrain, trouve le chemin des filets pour UMS 1, l'Obistar 0. Il a fallu bien réfléchir à la mi-temps. Je crois que les enfants ont poussé. Félicitations à eux. Ça se joue à quel niveau? Un peu plus au niveau du mental. Nous avons un gros problème de compétition. Nous avons à peine 2 matchs amicaux dans les jambes. Il fallait retrouver les marques. Ça a été très compliqué. Maintenant, il fallait que dans le mental, qu'on sache qu'on devait aussi souffrir face à une équipe qui est un peu en compétition. Maintenant, je crois qu'on aurait dû marquer plus d'un but dans ce match pour avoir un peu plus d'assurance. Mais il faut déjà commencer par gagner et réfléchir pour la suite. 1-0, le score ne changera plus jusqu'au coup de sifflet final. UMS de Loum doit maintenant défendre cet avantage au match retour au Nigeria. Ce sera un match très difficile, mais c'est aussi ça la beauté du football. Il faut aller se confronter à ce genre de match. Il faut être courageux pour jouer ce genre de match, pour savoir qu'on va souffrir et qu'on devra poser nous aussi des problèmes à cette équipe-là. Maintenant à nous de nous asseoir, de bien réfléchir pour trouver
la solution normale pour le match retour. Sans aucun match officiel dans les jambes, UMS de Loum remporte le match aller du tour préliminaire de la Champions League africaine. Le match retour au Nigeria sera une autre paire de manches. Parlons de l'Université internationale de Jean-Paul II, située à Bafan. Elle a célébré la remise des diplômes à ses étudiants en cycle licence et BTS. Ils ont également bénéficié du partenariat conclu avec une université européenne pour améliorer leurs compétences au terme d'une formation de haute facture. Des précisions avec Andy Gagnou et Isabelle Carole Zoupet. L'Université internationale Jean-Paul II, précisément l'Institut supérieur de Bafan, a procédé ce jour à la remise de diplômes de fin de formation à ses lauréats. Cette fête de l'excellence académique s'est déroulée en présence d'invités de marque. Parmi eux, Monseigneur Abraham Komé, évêque du diocèse de Bafan, Monseigneur André Krinsky, recteur de Polonia University, ainsi que d'autorités administratives. Ce sont des diplômes européens qui ont été décernés à ces étudiants de BTS licence ayant suivi le programme Erasmus+. La formation que nous impose Erasmus est très exigeante. Il faut respecter plusieurs canaux. Ça paraît pénible, mais nous sommes contents parce que c'est le chemin à prendre pour que nos étudiants, n'est-ce pas, fassent la différence, qu'ils soient solidement formés dans leur intelligence et dans leur cœur, puisque nous sommes une institution catholique. Donc tout cela mis ensemble fait que je ne peux être que très très heureux. Le recteur de Polonia University, partenaire avec l'Université Jean-Paul II, a remis des bourses aux différents lauréats et s'est dit satisfait de ce partenariat qui vise à offrir aux étudiants une formation qui réponde aux standards internationaux. Nous sommes très heureux que l'éducation, formation des gens et les formations ouverture internationale règnent dans cette université. Nous pensons plus dans un an à recevoir ici le grand nombre des étudiants venant de différents pays. Nous sommes heureux que grâce à la communauté européenne, nous pouvons réaliser les grands projets d'Erasmus+, c'est-à-dire l'échange des étudiants, l'échange des professeurs et aussi l'échange dans le domaine de stages professionnels. Les lauréats prêts à toquer aux portes de l'emploi ne manquent pas de mots pour exprimer leur joie. On est vraiment très contents et on encourage tous les Camerounais, les jeunes Camerounais qui n'arrivent pas à s'en sortir dans leur niveau académique à venir à Bafan et à jouir le statut d'étudiant européen en étant au Cameroun. Pas besoin de visa pour le faire, mais au Cameroun. Mes impressions sont celles de satisfaction au regard de toute la symbolique que représente la cérémonie que nous sommes en train de vivre. D'abord un sentiment de joie, de reconnaissance envers Monseigneur Abraham Komé qui a initié cette œuvre de l'université et qui a engagé un partenariat tel que nous venons de nous en rendre compte avec une université étrangère qui nous propulse au rang des universités internationales. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Restons mobilisés, allons aux municipales et aux législatives. Dixit Cabral Libi Ngenge. Le promoteur du mouvement 11 millions de citoyens, classé 3e à la dernière élection présidentielle, veut ainsi balayer d'un revers de la main la polémique autour de ses propos concernant la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle, victoire qui, selon lui, est liée à la faible mobilisation des Camerounais électeurs durant le scrutin présidentiel.
Ces propos n'ont pas du tout plu à certains de ses partisans. Il estime que c'est une polémique inutile. Il faut, vous l'avez dit, rester concentré selon lui sur les prochaines échéances électorales. Retour des déplacés à Amchidé qui vit à nouveau. Effectivement, un attentat suicide qui s'est encore produit ce jour au marché d'Amchidé. Le retour des déplacés qui est compliqué en raison de l'environnement qui est loin de leur offrir des conditions favorables à leur épanouissement. Vous avez suivi, les infrastructures sociales manquent avec acuité. Elles souhaitent davantage de sécurité et aussi la question de la production agricole, situation humanitaire, risque d'insécurité alimentaire également qui se pose avec acuité à l'extrême nord du Cameroun. Voilà donc, madame, monsieur, l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain.